Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette soirée consacrée à Franz Kafka à l'occasion du centenaire de sa disparition, soirée organisée en partenariat avec le Centre tchèque de Paris. Et je salue Marie Verhoeven qui est là, voilà, parce que je ne connaissais pas votre visage, qui est là et qui est donc parmi nous ce soir. Alors pour le deuxième temps de cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Weinstein et Laurent Sexik, deux auteurs qui travaillent depuis très longtemps sur Kafka. Ils ont tous les deux consacré leur thèse de doctorat à Kafka. Léa, une thèse en philosophie et Laurent, une thèse en médecine. Peut-être que dans la discussion avec Gilles Ray ou avec vous, on reviendra sur ces travaux fondateurs, mais ce n'est pas pour cette raison, ce n'est pas en raison de vos doctorats que nous vous avons conviés ce soir, mais pour la publication récente de vos ouvrages. Léa, vous publiez chez Flammarion « J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire » et Laurent Sexik, vous avez publié chez Gallimard « Kafka ne veut pas mourir », ouvrage qui vient d'être réédité en format poche. Voilà, alors il s'agit donc de deux ouvrages de nature différente, un récit pour Léa Weinstein et un roman pour Laurent Sexik, qui chacun, à leur manière, dressent un portrait intime de Kafka à travers l'histoire rocambolesque du sauvetage des manuscrits de Kafka et à travers le parcours de personnages fascinants qui jalonnent ici ou là les deux récits et qui ont joué un rôle clé dans la vie de Kafka. Citons évidemment Max Brod, Milena Jesenska, Robert Klopstock, Otlak Kafka ou encore Dora Diamant. On en apprend donc beaucoup sur Kafka, mais également sur celles et ceux qui ont compté dans sa vie. Et on ressort vivifié de la lecture de ces deux livres qui sont passionnants, extrêmement bien documentés et drôles par endroits, comme on le disait tout à l'heure, parce que Kafka était drôle, avait beaucoup d'humour. Et c'était des ouvrages qui sont bien évidemment une invitation à lire ou à relire l'œuvre de cet immense écrivain qui a disparu à l'âge de 40 ans. Alors pour mener cette conversation croisée, nous sommes très heureux et je remercie chaleureusement Gilles Ray d'être parmi nous ce soir. Gilles, je vous présente brièvement. Vous êtes grand reporter à Télérama et vous êtes également écrivain. Vous avez notamment consacré un essai biographique à l'écrivain Léon Werth, publié aux éditions Viviane Ami, ainsi qu'un roman à la figure de Paul Valéry, également aux éditions Viviane Ami. Et vous êtes un grand amoureux de Joseph Kessel. Vous avez participé à la publication de son œuvre à la Pléiade, notamment aussi en faisant un quarto chez Gallimard pour ses romans et ses reportages que vous avez édités et présentés. Voilà Gilles, je vous cède la parole et d'ici une cinquantaine de minutes, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités et de vous procurer leur ouvrage. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Kafka, la vie et l'œuvre, bon, en 50 minutes, ça va être un petit peu difficile, mais enfin, on va quand même essayer de trouver des lignes directrices. Ça va durer 50 minutes et on vous laissera évidemment la parole un quart d'heure ou plus peut-être si vous avez des questions et si vous voulez intervenir. Alors effectivement, comme vous le savez, 2024 a été l'année de commémoration de la mort du centenaire de la mort de Franz Kafka. Et ce qui est quand même curieux, on dit que c'est un auteur d'actualité. En février 2024, Oleg Orlov, qui était le défenseur des droits de l'homme à Moscou, a été condamné en appel à 2 ans et demi de prison. Et pour contester la sanction qui allait de toute façon être appliquée, il s'est tu et il lisait le procès de Franz Kafka.
Donc j'ai trouvé à l'époque que c'était quand même une coïncidence particulière. Alors effectivement, vous avez évoqué la publication du 3e tome de Rainer Stack, bon, qui est une œuvre considérable. Mais depuis quand même une trentaine d'années, avec déjà la biographie de Ernst Pavel, on avait corrigé l'image un petit peu restrictive de Franz Kafka. Hein. C'était pas simplement un petit fonctionnaire travaillant dans une maison d'assurance. Bon, il était souffreteux, il l'est encore effectivement, mais c'était un haut fonctionnaire qui était parfaitement au fait de la question des conditions de travail, du milieu professionnel. Et donc, on découvre de plus en plus Franz Kafka. Dites oui. Oui, on découvre, bonsoir, on découvre Franz Kafka. Je pense qu'on l'a découvert cette année, effectivement, à travers toutes les publications, et aussi parce qu'il y a une histoire de la lecture de Kafka, en fait, qui s'écrit de livre en livre. On l'a lu d'abord, on va y revenir certainement, mais on l'a lu d'abord grâce à Max Brod, contre sa volonté, en tout cas pour une partie de ses textes. Mais on ne l'a pas lu tout de suite. Et donc, il y a cette histoire, moi, que je trouve aussi passionnante, de savoir à quel moment on s'est mis à le lire, puis à le traduire. On avait justement, donc on évoquait le partenariat avec le Centre tchèque, et on avait une rencontre récemment au Centre tchèque avec des Tchèques et des tchécophones qui, par exemple, nous racontaient comment on lisait et on jouait Kafka au théâtre à Prague clandestinement dans les années 50. Et à ce moment-là, lire Kafka était, de la même manière qu'en Russie aujourd'hui, était une sorte d'acte de résistance parce que c'était interdit. Donc il y a aussi toute cette histoire de la lecture de Kafka, de sa découverte, de sa redécouverte. Et puis bon, il y a cette œuvre qu'on redécouvre à chaque fois qu'on la lit, quoi. Enfin, qui est si puissante pour ça. Oui, c'est vrai qu'on le. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que oui, en effet, on le redécouvre. On a peut-être parce qu'on a l'impression de déjà le connaître, en réalité. Chacun a l'impression chacun a son Kafka. Et peut-être qu'on a la malchance, comme chacun a son Zweig, chacun a son Einstein dans d'autres. Et peut-être qu'on a la malchance de rester sur le Kafka qu'on a découvert, et le plus souvent au lycée, le plus souvent par la métamorphose. Et donc, il faut un peu d'allant, il faut un peu de courage. Le château, ça ne se lit pas si facilement. Ça se mérite, en fait, Kafka. Et donc, il faut un peu d'effort pour chacun. C'est ce que Léon Blum disait de Stendhal. Oui, c'est vrai. Et alors, le parallèle s'arrête là entre les deux, entre Stendhal mais peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, en effet, le seul livre le livre de Bloom sur le baileysme, en fait, est intéressant aussi. On devrait redécouvrir, maintenant qu'on connaît bien l'homme politique et qu'on en a beaucoup parlé récemment, c'est vrai qu'il y a celui qui voulait devenir un écrivain. Je suis curieux de savoir ce que Bloom pensait de Kafka. Est-ce qu'il l'a lu dans son internement? Peut-être pas. Et donc, on reste un peu bloqué au Kafka qu'on a connu. Pour les plus chanceux, à la lettre au père, qui, à mon sens, est l'œuvre majeure de Kafka, mais on y reviendra peut-être, parce qu'elle dit tout Kafka. Elle raconte à la fois son style et sa vie, ses angoisses, ses rapports au père, évidemment, mais pas seulement. Mais sinon, c'est vrai qu'on y rentre souvent au lycée et qu'on s'arrête sur cet a priori de cet enfermement d'un être dans ses angoisses, alors que c'est bien autre chose et que Kafka raconte le monde
dans lequel on vit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut le redécouvrir, j'espère, au-delà de ce centenaire. Donc voilà, c'est l'occasion de le redécouvrir, et chacun peut le redécouvrir, et au-delà de nos livres, voilà, il suffit de piocher dans n'importe laquelle de ces nouvelles, dans un de ces 3 romans. C'est vrai qu'on parlait du Kafka drôle. Quand on lit l'Amérique, on a un choc, en fait. On est vraiment confronté à un Kafka qu'on ne connaît pas, et qui est bien loin de celui du procès, parce qu'il n'y a pas en fait un Kafka, il y en a plusieurs. Il y a le romancier, il y a le novelliste, et puis il y a, moi, celui qui m'est le plus cher, c'est celui qui est le diariste. Et lire le journal de Kafka, en soi, c'est une aventure. C'est une aventure humaine qu'on peut s'offrir pour 20 €, et qui nous transporte pendant plusieurs mois sur ce qu'est un écrivain, sur ce qu'est un fils juif, sur ce qu'est un père juif, sur ce qu'est l'avenir des juifs menacés, et sur ce qu'est un homme au début du XXe siècle. Alors vous ouvrez votre livre justement sur... donc on est en 1921 dans un sanatorium, la rencontre entre Robert Klopstock et puis Kafka. Donc les 2 hommes vont s'apprécier. Robert, c'est un jeune étudiant en médecine qui a des ambitions littéraires. Kafka, il sent qu'il va mourir. Mais les deux, ensuite, notamment Kafka, va faire l'objet d'une discussion entre Robert et Max Brod sur l'énigme, en fait, de Kafka aussi. Robert veut absolument que les décisions de Kafka, c'est-à-dire la destruction de ses œuvres, soient respectées. Et Max Brod, à qui Kafka avait dit « détruis mon œuvre », il ne peut pas s'y résoudre. Pourquoi Kafka voulait-il que ces manuscrits soient dispersés, soient brûlés ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, et puis non, c'est une oui, vaste. Je vous la pose parce qu'il y a on commence par la fin, alors. Hein. Donc, on reparlera après peut-être de Robert Klopstock, qui est un personnage que j'ai découvert en écrivant ce roman, et qui dans l'histoire de l'écriture, ce roman est très particulière, parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Je cherchais à éclairer Kafka de biais, comme je le fais pour chacun de mes romans. Pour Les Derniers Jours de Zweig, c'était par le regard de Lotte Zweig. Pour le Caïdo Einstein, c'était par son fils schizophrène. Et j'ai découvert ce personnage, et c'est assez rare de découvrir un alter ego quand on écrit un roman. C'est-à-dire qu'en effet, Robert Klopstock était, à l'âge où je l'ai pris, était médecin, et puis étudiant en médecine, et a eu une destinée proprement, qui n'est pas la mienne, dans ce sens-là, c'est pas un alter ego, mais proprement fabuleuse, puisque ce juif hongrois qui était passionné de littérature découvre Kafka alors qu'il est lui-même atteint de tuberculose, et a une révélation parce qu'il rêve d'être écrivain. Et il va interrompre ses études de médecine pour accompagner Kafka jusqu'à recueillir même ses derniers mots, en étant la personne qui va lui injecter de la morphine létale. Et les derniers mots de Kafka, et on parlera de l'humour de Kafka plus tard, sont Robert, s'adressant à lui sur son lit de mort, « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin », ce qui ne s'invente pas comme dernier mot. Et le destin de Robert Klopstock, pour le faire très court, parce que c'est plusieurs centaines de pages dans ce livre, va être absolument extraordinaire, puisqu'il va à la fois traduire un des recueils de nouvelles de Kafka en hongrois, mais surtout échapper à la mort parce qu'il aura connu Kafka, grâce au soutien d'Einstein et de Zweig d'ailleurs, et puis va devenir, lui qui était atteint de tuberculose, à New York dans les années 60, l'un des plus grands chirurgiens thoraciques de la tuberculose. Ce qui est, pour quelqu'un qui a connu Kafka en 1920 dans un sanatorium, est tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce que Kafka voulait brûler ses livres ? Et je serai la parole après à Léa, parce que moi je crois que tout romancier, enfin en tout cas, a ce rêve-là et cette tentation, en tout cas cela fait partie des tentations des romanciers, de brûler son travail, dans la mesure où d'ailleurs Kafka ne voulait pas brûler toute son œuvre.
pour expliquer, il avait laissé 2 testaments dans le bureau qu'il occupait, comme vous l'avez dit si bien, en tant que fonctionnaire aux assurances, enjoignant Max Brod de brûler la majeure partie de son œuvre et de garder malgré tout 5 nouvelles, un roman, je crois, et de brûler tout son journal. Mais je crois que c'est une tentation tout à fait naturelle pour un romancier. Moi, j'ai l'impression que par exemple, si on me parle de ce roman, pour moi, tout roman écrit est déjà un oiseau mort. C'est-à-dire que quand on dit il appartient au public, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour moi, je suis dans mon prochain roman, j'ai l'impression de parler du roman de quelqu'un d'autre. J'aurais dû le relire même, pour être honnête avec vous, si je devais en parler aujourd'hui. Ce qui importe, c'est, comme dit Blanchot, c'est le livre à venir pour un romancier. Et donc, moi, ça ne me surprend pas ça va au-delà quand même, parce qu'il veut qu'on détruise tout son journal, des milliers de pages. Mais alors, son journal, oui, mais est-ce que c'est finalement son journal? C'est son journal intime, qui n'était pas destiné à la parution. Qui plus est, et Max Brod, lorsqu'il a traduit pour la première fois lorsqu'il a fait publier pour la première fois, fait paraître pour la première fois le journal, en a ôté de nombreux passages dont on parle peu d'ailleurs, dont il pensait qu'ils n'étaient pas à l'avantage de Kafka, et qui n'étaient pas d'ailleurs à l'avantage de Kafka. J'oubliais dans le diariste la porte d'entrée d'une lecture amoureuse de Kafka, qui sont les lettres. Lire les lettres de Kafka à ses fiancées successives, c'est entrer dans un monde amoureux, passionné, jaloux, fou, comme peu de romans épistolaires nous en donnent l'occasion. Donc moi, je vous recommande vraiment d'ouvrir la Pléiade et de lire les lettres de Kafka à Félicia notamment, qui sont quelque chose d'absolument extraordinaire et qui nous en apprennent beaucoup sur Kafka. Mais donc pour moi, cela n'a rien de surprenant, connaissant aussi ces tendances d'une certaine manière suicidaires, masochistes, sans faire de la psychologie de bas étage, cette volonté de s'autodétruire qui, curieusement, avait disparu à la fin de sa vie, lorsqu'il rencontre Dora Diamant, et qui lui auront permis cette rencontre, cette jeune femme qu'il va épouser d'ailleurs, et qui va lui permettre, pour la seule fois, de quitter Prague et de quitter l'emprise de son père. Oui, alors justement, cet épisode avec Dora Diamant, il va se rendre à Berlin, il va vivre avec elle, alors dans une période politique particulièrement tumultueuse. Hein. Quelques mois auparavant, le mouvement spartakiste a été écrasé, les casques d'acier forgent le socle idéologique de l'extrême droite, il y a des affrontements très très violents, le Parti communiste allemand est très, très puissant. Il y a une inflation absolument ahurissante. Je crois que Rainer Stack dit dans son livre que le couple Kafka donc, repère un appartement et le loyer est de 500 milliards de marks, ce qui est pas mal quand même. Hein. Mais rapporté au prix du pain, ce n'était pas extraordinaire. Voilà, donc c'est incroyable. Et Dora, c'est vraiment un personnage très intéressant parce c'est une introduction aussi pour l'explication ou la compréhension politique de Kafka. Elle va adhérer au Parti communiste. Et il y a une scène dans votre livre aussi où elle est dans une cellule communiste et tous discutent de Kafka. Alors, qui c'est Kafka ? Est-ce que c'est un bourgeois ? Est-ce que c'est un pessimiste ? D'ailleurs, en fait, ils énumèrent toutes les critiques qui seront formulées, véhiculées par les régimes communistes jusqu'à presque la chute du mur, quoi. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on se demande déjà ce qu'il faut comprendre de Kafka. Là, je vais laisser pas. Oui, Léa, qui était Kafka ? Je vous laisse répondre. Non, sur cette question politique, je m'y suis intéressée aussi, moi, dans le cadre, donc, non pas de ce livre qui traite plutôt de l'histoire des manuscrits de Kafka, mais de ma thèse, dans laquelle j'essayais d'analyser les interprétations de 4 philosophes, donc tous juifs allemands, qui ont tous écrit
et publié des textes philosophiques sur Kafka dans un moment très particulier qui était celui de leur exil, puisqu'ils ont tous dû s'exiler, et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés du nazisme. Donc Walter Benjamin, Hannah Arendt, Günther Anders et Theodor Adorno. Ces 4 philosophes ont tous, à ce moment-là, éprouvé le besoin de lire Kafka et d'y trouver une forme de ressources littéraires, mais aussi philosophiques. Et ça a profondément changé leur façon de faire de la philosophie, de découvrir Kafka à ce moment-là. Et il y a cette question politique déjà qui se pose, et c'est Günther Anders qui la pose dans son livre sur Kafka avec le plus de clarté. Il se demande s'il est pour ou contre Kafka. C'est le titre du livre. Et il fait une espèce de procès comme ça qu'on pourrait imaginer faire à l'œuvre de Kafka. Et il s'interroge, surtout à partir des 2 romans, donc du procès et du château, il s'interroge sur le message politique qui est envoyé par Kafka à travers ses personnages, donc de Joseph K. et de K, qui quand même, dit Günther Anders, se soumettent à leur sort. Oui. Alors, voilà ce qu'il dit. Voilà. Le sous-titre ambivalent « Pour et contre », choisi par moi au début des années 1940 pour mon débat avec Kafka, avait donc son histoire. Si dans cet essai, écrit au moment le plus violent de ma passion antifasciste, donc en un temps où il ne pouvait être question pour nous et nos pareils d'un sujet qui se situa au-delà de cet horizon, si donc je me persuadais même que je devais découvrir en Kafka un ennemi, la raison en était que toute tendance à la servilité et à l'assimilation me répugnait. Bon. Alors, c'est vrai que oui. Joseph K. ne se révolte pas. Ah, attendez, si je peux me permettre, j'aurais des objections à formuler. Benjamin est plus prudent. Hein. Kafka avait une singulière aptitude à se forger des paraboles. Il ne se laisse pourtant jamais séduire à de l'interprétable et a au contraire pris toutes les dispositions concevables pour faire obstacle à l'interprétation de ces textes. Il faut s'y enfoncer à tâtons, avec prudence, avec circonspection, avec méfiance. D'ailleurs, il y a un des personnages dans votre livre qui s'en moque un peu. Il dit, voilà, Benjamin, il dit qu'on ne peut pas l'interpréter, mais il passe son temps à l'interpréter, quoi. Hein. Oui, mais ça témoigne. C'est intéressant parce que je ne connaissais pas le premier philosophe dont vous avez parlé. D'abord, sur le livre de Walter Benjamin, son Kafka, comme sur ce philosophe, je crois qu'il y a vous n'êtes pas philosophe de formation, si? Oui. Ah, pardon. Donc, il y a entre la philosophie et la littérature un grand monde d'incompréhension. Elle le dit d'emblée d'ailleurs dans sa thèse. Oui. Hein. C'est difficile d'appliquer Voilà. des concepts philosophiques Absolument. à la littérature. Mais je crois que pour essayer, depuis ma plus tendre jeunesse, à la fois à l'écriture, à la littérature et puis à la philosophie, je bute sur la philosophie, quel que soit le chemin que je puisse emprunter. C'est peut-être une question alors je ne sais pas si c'est une question d'intelligence mais je n'ai pas j'ai l'impression de ne pas avoir les clés psychiques pour entrer dans le monde de la philosophie. Il me semble que je commence à avoir celle pour entrer dans le monde littéraire, et il me semble qu'il y a entre le monde littéraire et le monde de la philosophie comme une barrière non hermétique, mais quelque chose qui peut faire qu'un philosophe dise « je suis l'ennemi de Kafka ». Comment peut-on dire « je suis l'ennemi de Kafka » c'est absurde, et en même temps, il peut très bien l'expliquer philosophiquement. Mais un lecteur ne peut pas dire « je suis l'ennemi de Kafka ». Un lecteur ne peut pas dire « Joseph K. ou K. est dans la servitude ». Oui, c'est absurde, il est dans la révolte permanente, mais même si par hasard il l'était, de penser qu'un romancier peut vouloir donner un message politique, excepté des romanciers comme Sartre qui ne sont pas des romanciers, ou des mauvais romanciers, des philosophes, mais des mauvais romanciers. Un romancier n'a aucun message politique. Lorsqu'il écrit Le Château ou lorsqu'il écrit Le Procès,
il ne fait que mettre en situation un individu face à quelque chose qui le dépasse, ce qui est l'objet de tout roman. Mais Anders le rappelle dans l'extrait que je viens de citer, ça se passe à une période très particulière. Ce sont des églises qui sont à Paris et ils ont besoin de repères. Ils ont besoin probablement d'espoir aussi. C'est pour cela qu'ils cherchent en Kafka peut-être un message qu'ils n'auraient pas compris spontanément en le lisant. Alors, ils ont raison de chercher. Ils ont raison de chercher. Palmire. Et Benjamin, c'est ce qu'il cherche. Mais je pense que d'abord, enfin, le message d'espoir de Kafka n'est pas dans la fin de ses livres, puisque la fin est atroce. Elle est totalement désespérante, et la fin du procès, il n'y a pas de fin au château par ailleurs. Peut-être que le château aurait mené à une rédemption, à quelque chose, on ne sait pas, il n'a jamais fini le château. En réalité, il finit le procès, donc de façon, la dernière page du procès est gore même, si on peut. Il est égorgé, il est comme un chien, voilà, et la honte pèsera sur lui. C'est la fin de beaucoup de ses nouvelles. Cet égorgement, cette fin terrible, cette mort terrible, c'est une fin facile, mais en réalité, l'intérêt des livres de Kafka, ce ne sont pas des polars, et ce n'est pas dans la fin, c'est dans le chemin. C'est dans le chemin qui mène au château qu'on peut trouver l'espoir. C'est dans le chemin qui mène à la résistance au procès qu'on peut trouver l'espoir. Et c'est dans cette aspiration à un monde meilleur que l'on peut... à un monde meilleur, mais pas forcément politique. C'est-à-dire, c'est un homme qui cherche une voie, qui cherche à se dégager de l'emprise d'une ville, Prague, d'une religion, le judaïsme, même avec des contradictions qui sont personnelles. C'est-à-dire qu'il veut à la fois échapper à une religion qu'il vénère et dont il aime les aimants. Lorsqu'il est à Prague, son plus grand plaisir est d'aller écouter le théâtre juif, le théâtre yiddish. Et en même temps, il veut échapper à la religion du père, comme toute sa vie, il voudra échapper au père. Donc c'est compliqué de rechercher un message, en effet, d'espoir. Il y a quelque chose, pour finir, sur ce message d'espoir qui, moi, m'a bouleversé dans les trois personnages dont j'étudie, c'est l'objet du roman, ce que déclenche le fait d'avoir connu Kafka. Puisqu'en fait, le roman débute à la mort de Kafka, quasiment, et donc Robert Klopstock va devenir le plus grand chirurgien grâce à sa connaissance de Kafka. Il y a Dora Diamant, quelque chose qui est tout à fait tellement émouvant, la brosse avec laquelle elle va brosser la chevelure de Kafka sur son lit de mort. Elle va vouloir toute sa vie, dans toutes les pérégrinations de son existence qui vont la mener, vous l'avez dit, du bord des geôles staliniennes jusqu'au camp d'internement de l'île de Man, très méconnu, dont je parle longuement dans le livre. Certains doivent le savoir ici, mais les Anglais ont interné près de 10 000 juifs et juives allemands en 1941-42 et les ont déportés à l'île de Man, dans des conditions qui n'étaient pas très facile. Elle va survivre à toutes ces terribles choses avec la brosse de Kafka, en ayant ce rêve qu'elle avait nourri avec Kafka, qui était d'ouvrir un restaurant à Tel Aviv. C'était quand même assez étonnant. Ah, mais non, mais lui non plus. Lui non plus. Mais il avait ce rêve-là, ce qui est quand même... Il avait appris l'hébreu, et considérablement, et donc il nourrissait ce rêve-là, entre autres rêves, et elle va porter cette brosse dans un kibbutz, en Galilée, ce qui était sa manière de rendre un dernier hommage dans les années 50 à l'être qu'elle avait connu 30 ans auparavant. Je ne sais plus où j'avais commencé ma réflexion, mais voilà, pour le message d'espoir, ce qu'il faut savoir, c'est que à Theresienstadt, la sœur de Kafka, peu avant d'être déportée à Auschwitz, Otla,
avec 500 enfants qui étaient censés être les derniers enfants juifs polonais vivants et qu'elle a accompagnés à la mort, a écouté pour l'anniversaire de Kafka à Theresienstadt un professeur devant une assemblée lire des nouvelles de Kafka comme un message d'espoir. Donc, on peut trouver un message d'espoir. Il faut le chercher, à mon avis, dans le chemin de l'écriture et pas forcément dans un souci idéologique de Kafka d'apporter une réponse aux maux de ce monde. Je voulais juste dire, alors sur l'espoir, il y a une très belle phrase de Kafka dans laquelle il dit il s'interroge, y a-t-il encore de l'espoir? Oui, infiniment, mais pas pour nous. Je trouve que c'est très, très lui, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu de son. L'espoir n'est pas inexistant, mais ce qui nous est donné à nous, peut-être pas. Et simplement pour quand même défendre ma chapelle, spéciale les philosophes. Alors, j'ai pas dit que j'ai dit qu'il y avait quelque chose à briser, en tout cas. Une espèce de mur de... Alors, j'entends l'histoire du mur. Je pense qu'il y a quand même aussi des ponts et que la littérature nourrit beaucoup la philosophie. Je ne sais pas si ça marche dans l'autre sens, mais certainement la philosophie nourrit aussi beaucoup la littérature. Je pense qu'il faut distinguer, en tout cas pour ce qui est de Kafka, ce qui me semble important, c'est de distinguer une lecture idéologique ou politique d'une lecture philosophique, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc là, on parlait de Günther Anders, savoir est-ce que Joseph K. se révolte, donc est-ce qu'il nous envoie un message de soumission ou de révolution? Ça, c'est une question qu'on peut dire idéologique. Mais dans les autres textes, et notamment chez Benjamin, il y a des choses magnifiques qui sont d'ailleurs presque de la littérature, que la lecture de Kafka lui permet d'écrire, et où il nous donne même à nous les mots pour dire aussi ce que ça fait en tant que lecteur d'être traversé par cette prose qui est celle de Kafka. Et ça, la philosophie aide quand même à l'exprimer, à le dire, à le prolonger aussi, parce que en tant que lecteur, voilà, on est traversé par des émotions, des questions, d'autant plus avec Kafka, qui nous laisse tout le temps avec des questions, des interprétations possibles, qui se contredisent les unes les autres, etc. Et donc, la philosophie permet d'éclairer ça. Ce qui nous traverse. Mais loin de moi, encore une fois, évidemment, simplement, c'est dans le souci d'exégèse du roman, il y a quelque chose de vain pour un philosophe, pour un psychanalyste, à mon sens, en fait, en tant que romancier, enfin, en tant que romancier de mon niveau, en tout cas peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose de vain parce que la littérature peut se résumer, si elle se résumait à une seule question, serait pourquoi j'écris. C'est-à-dire que c'est Philippe Roth qui, à plus de 75 ans, décide de relire tout ce qu'il a écrit en l'été 2019, je crois, ou 2018, et décide, non pas par prétention, mais après avoir relu toute son œuvre, d'arrêter d'écrire. Et de lire le pourquoi j'écris, d'ailleurs, de Philippe Roth, c'est aussi de la philosophie, pourquoi j'écris. Mais en réalité, un romancier, enfin là je parle de mon expérience personnelle, moi j'écris parce que je veux comprendre pourquoi j'écris. Je n'ai toujours pas compris, donc je continue à écrire. Donc mon prochain roman, qui ne parle pas de ce sujet-là, qui parle de la Commune de Paris, donc on en est bien loin, doit essayer de répondre à cette question. Et je pense que Kafka, lorsqu'on lit le journal de Kafka, qui donne un éclairage extrêmement lumineux sur ce qu'est un écrivain, lorsqu'on lit dans cette chose absolument incroyable, c'est qu'il se donne comme exercice de donner son curriculum vitae, un peu à la manière ultérieure dont Pérec l'aura fait. Et donc il commence à écrire ma mère est née à, mon père est né à, mon grand-père était un petit boucher cachère, etc. Et donc ça tient en une page. Et durant 50 pages, il va nourrir à chaque fois d'une ligne ou de deux lignes
cette biographie n'étant pas satisfait de sa biographie. Et c'est pour lui qu'il l'a fait, qu'il a accompli cet exercice. Donc c'est vraiment cela nous montre ce qu'est un écrivain au travail, en fait. Oui, mais après, on va revenir à votre dernier livre. Mais il y avait un passage qui m'avait beaucoup troublé dans celui-ci. C'était une citation de Hannah Arendt qui disait qu'en fait, on était convoqué par les personnages de Kafka. C'est-à-dire que voilà, les personnages de Kafka nous demandent de l'interprétation, nous demandent de penser ce qui est écrit. Et j'ai toujours trouvé incompréhensible le fait qu'on puisse penser que Kafka était l'apôtre de la soumission, parce que, enfin, quand même, Joseph K. dans le procès, d'accord, c'est un banquier, il est désinvolte, mais en arrière-plan, on voit que dans le milieu de l'entreprise, il y a des collègues qui essayent de lui faire des croche-pattes. Dans le château, K, lui, il est beaucoup plus actif d'une certaine façon. Il se bagarre, il veut absolument savoir qui sont ses présidents, ses bureaux, ses régisseurs, etc. Donc il est actif. Dans la métamorphose, le personnage qui devient une véritable bestiole, la question qu'il se pose, c'est les horaires de train, parce que c'est un voyageur de commerce. Donc on peut y lire aussi une forme de dénonciation de l'aliénation au travail. Alors, moi, j'aurais tendance à réagir en historien, donc en mauvais philosophe, d'une certaine façon. Mais il me semble que, et c'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi les régimes communistes en faisaient un personnage uniquement nihiliste, bourgeois, etc. Alors que justement, Milan Kundera disait que chez Kafka, sa vision, il ne pouvait pas savoir que c'était une prévision. Parce qu'on sait très bien que les États totalitaires qu'il décrit, ils vont arriver, ils sont déjà en place dans les années 20, et ils vont être de plus en plus en place dans les systèmes soviétiques. Alors, il y a deux choses, c'est que ils le décrivent comme un bourgeois, bon, qui est la plus haute insulte pour un régime stalinien, mais comme un bourgeois extrêmement dangereux, et donc l'inverse d'un bourgeois. Et évidemment, tous les livres dont vous avez parlé expriment, moi je dirais pas forcément un sens, ils annoncent le monde à venir en le décrivant. Et donc pourquoi tout Tchèque en 1960 pouvait se reconnaître dans la lecture du procès, c'est que ce monde-là avait été décrit par Kafka dans le procès, le monde dans lequel il avait vécu. Et c'est le fait de dire kafkaïen, évidemment, maintenant c'est passé dans le langage vulgaire, mais cela signifie quelque chose. Et donc, voilà pourquoi aussi Kafka était extrêmement dangereux, et la lecture de Kafka était extrêmement dangereuse, et Kundera le dit évidemment dans toute son œuvre. Anders utilise l'adjectif kafkaïen à un moment, hein, quand il s'agit d'obtenir des visas, les protocoles, les procédures, etc. Mais il y a une autre chose qui m'a toujours intrigué. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fui en Palestine? Parce que, admettons, bon, c'est de l'Uchronie, hein, admettons qu'au début des années 20, le Rimifon était déjà dans le commerce et donc Kafka va guérir. Mais qu'il soit à Berlin ou qu'il soit à Prague, il va voir la montée de l'antisémitisme, bien évidemment. À un moment, dans le journal, il raconte qu'il est à Berlin, dans un parc, au Tiergarten, je crois, et il croise un petit groupe de jeunes filles qui lui sourient. Et il continue et il entend juif. Et après, il dit, mais oui, j'ai bien entendu juif. Et la jeune fille qui lui disait ça, une gamine, n'était pas forcément agressive, mais elle lui a dit juif. Et ça me faisait penser à un passage des soldats de papier de Victor Klemperer, où quand il vit donc en Allemagne, et il dit, voilà, les mesures, les paroles, le vocabulaire utilisé par les nationaux-socialistes, au début, ce sont des piqûres d'épingle, des petites piqûres d'épingle. Et au fur et à mesure, ça va devenir des coups de couteau, quoi. Est-ce que lui, il serait parti? Parce que Benjamin, il est mort à Portbou, hein, après la traversée des Pyrénées. Alfred Döblin, il a réussi à s'embarquer à Lisbonne. Ernst Weiss, il va se suicider. Stefan Zweig, il va se suicider. Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? Alors moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée dans le cadre de cette enquête sur les manuscrits, parce que c'est une question qui va être assez déterminante pour savoir si oui ou non les manuscrits de Kafka, qui aujourd'hui, au terme de 15 ans de procédures judiciaires très compliquées en Israël,
finalement repose à Jérusalem, à la Bibliothèque nationale d'Israël. Mais ça, il a fallu le justifier. Et donc, dans le procès, on a discuté de son rapport au judaïsme et aussi de cette question-là, de savoir à quel point son projet d'émigrer était sérieux ou pas. Est-ce que c'était simplement un rêve? Donc on a évoqué tout à l'heure le projet d'amoureux avec Dora Diamant, le restaurant à Tel Aviv. Bon, il y a quand même l'apprentissage de l'hébreu qu'il a fait et qui n'est pas un apprentissage... il a quand même acquis un certain niveau. Il lisait des romans en hébreu. Il lisait des romans en hébreu. Pua Bentovim, qui était sa professeure, en a témoigné après sa mort. Donc en tout cas, il a investi du temps et de l'énergie. Voilà. La fascination était indéniable. Vous avez aussi évoqué la fascination pour le théâtre yiddish, qui a été la première découverte à Prague pour Kafka de cet univers-là. Mais bon, on est peut-être à peu près tous ici fascinés. Est-ce que pour autant, on frêle pas de l'émigration? C'est une question quand même très compliquée, très intime. Et puis, il y a la maladie. Il y a la maladie qui, de toute façon, fait que le rêve ne peut pas aller vraiment... au-delà du rêve. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment imaginer que Kafka soit parti. Je signale quand même qu'il y a un roman merveilleux de Nicole Krauss qui s'appelle Forêt obscure et dans lequel elle imagine justement, alors là complètement dans la fiction totale, dans lequel elle imagine que Kafka ne soit pas en réalité mort à Kirling en 1924, mais qu'il ait été exfiltré secrètement à ce moment-là à Tel Aviv, qu'il ait changé d'identité, qu'il soit devenu jardinier et qu'il ait vécu à Tel Aviv avec Dora. Mais alors, oui, juste pour poursuivre sur votre question qui est essentielle aussi, indépendamment d'ailleurs de Kafka, parce que la question que soulève votre livre, c'est à qui appartient Kafka et au-delà d'ailleurs. Donc, est-ce que Kafka appartient au peuple juif? Est-ce que Kafka appartient à Israël? Est-ce qu'Israël... Alors, ce sont des questions... Est-ce qu'Israël est l'héritière du peuple juif? Donc, c'est dire combien cette question et combien ce procès fut important et combien les réponses sont extrêmement complexes. À qui appartient un écrivain? Alors, oui. C'est tout le livre de Léa. Oui. La dernière fois, j'avais été à Tel Aviv, j'avais rencontré un auteur de polar qui s'appelle Dror Michani. Il a un personnage qui enquête et tout ça. Et j'avais dit, mais bon, c'est rien à côté d'un livre que je viens de lire, à savoir, j'irai chercher Kafka, une enquête littéraire de Léa Weinstein. Parce que c'est une enquête, mais policière, c'est incroyable. Il y a un imbroglio juridique qui est mais stupéfiant, absolument stupéfiant. Kafkaïen, donc oui. On est très tenté, en tout cas, de... Oui, et puis qui débouche sur un procès, et en même temps un procès avec une question dont la réponse est absolument impossible, comme vous venez de le dire. D'ailleurs, le tribunal finit par le reconnaître, hein, que de toute façon, on ne pourra pas répondre à cette question. On ne peut même pas s'en remettre à la question au cadre juridique qu'on maîtrise un peu, qui est celui de la propriété intellectuelle ou du droit d'auteur, puisque Kafka ne voulait pas qu'on le lise. Donc on ne peut même pas s'en remettre à la question du désir de l'auteur, ça c'est évacué directement. On est obligé de se poser des questions, soit purement notariales, de testaments successifs, voilà, soit de symboliques et d'histoires qui sont tellement énormes, puisqu'en effet, ça pose la question de savoir si Israël est effectivement le lieu qui doit recueillir le patrimoine juif universel, comme ce que eux prétendent. Sauf que bon, Kafka n'a jamais mis un pied en Palestine, que lorsqu'il est mort, Israël n'existait pas, et qu'il n'a jamais lui-même énoncé la moindre volonté claire dans cette direction. Donc moi, je me suis intéressée au personnage de Max Brod, qui est donc celui qui va en fait
sauver les manuscrits de Kafka, non seulement au moment où il va décider de ne pas les brûler, mais ensuite, lorsque Prague va être envahie par les nazis et qu'il va décider de les emporter avec lui dans son exil à lui en Palestine. Donc il y a ce double sauvetage qui va être aussi un argument par rapport au destin des sœurs de Kafka, donc au destin. Quand on se demande est-ce qu'il aurait émigré, dans ce genre de questions un peu uchroniques, on peut aussi se demander, et malheureusement je pense que la réponse est plus probable, est-ce qu'il aurait été déporté ? Est-ce qu'il aurait été assassiné ? Étant donné le destin de sa famille, c'est probable que oui. Et donc ça aussi, c'est devenu un argument dans le procès, puisque voilà, la Palestine à l'époque a été le lieu du sauvetage possible de ces manuscrits, là où sa famille a été décimée. Oui, c'est ça. Alors, la question, malgré tout, il y avait une forme aussi de, et c'est tout à fait normal, de morale. C'est-à-dire, est-ce que Kafka est un auteur juif ? Parce que c'est ça, à la base. Est-ce qu'on doit considérer Kafka comme un auteur juif alors que son œuvre, en tout cas les nouvelles et les romans, ne contiennent pas le mot juif ? Évidemment que c'est un auteur profondément juif, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a que l'âme juive irrigue toutes les pores de l'œuvre de Kafka. À mon sens, encore une fois, sauf à considérer que Philippe Roth n'est pas un auteur juif, sauf à considérer qu'il n'y a pas d'auteur juif, ce qu'on peut considérer également. En tout cas, pour moi, bien évidemment, mais encore une fois, c'est uniquement, ça n'a aucune valeur philosophique. Quand on lit Kafka, quand on lit Le Peuple des souris, quand on lit les nouvelles, il a raconté dans ses dernières nouvelles l'histoire du peuple juif, mais à travers des souris. Le procès, c'est la condition juive des Juifs de Prague, dont on n'imagine pas combien ils ont subi l'antisémitisme avant 1920. C'est-à-dire que le propre magasin de son père a failli être brûlé lors des pogroms des années 1910 en Tchécoslovaquie. Ce rapport au père, qui est un rapport tellement juif, dans ce qu'il a de plus terrible d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on veut comprendre, moi lorsque je veux connaître mes défauts de père juif, je lis la lettre au père et j'ai honte. Alors j'ai honte aussi. Est-ce que vos fils vous ont écrit une lettre aussi, non ? Ils pourraient, mais les jeunes n'écrivent plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ce n'est pas une gloire, évidemment pas une gloire, mais c'est peut-être à l'origine de mes romans, il y a la recherche d'une résonance. Parce que pour consacrer 3 ou 4 ans à raconter une histoire, il faut qu'il y ait une forme de résonance très, très proche. Et en effet, moi, je m'estimais avoir ce petit malheur d'être un fils juif et d'avoir pour père un père qui était comme le père de Kafka, et de m'être comporté à de nombreuses reprises comme à l'égard de mes fils, comme le père de Kafka. Donc j'étais à la fois un fils juif et un père juif condamné et je me condamnais à écrire sur Kafka. Et en effet, lorsqu'on lit la lettre au père, qui est un règlement de compte extrêmement violent, et c'est là où on voit que Kafka n'était pas si soumis que ça, parce qu'il faut oser. Moi, voilà, s'il y a pour connaître le mieux Kafka, il y a cette lettre. Alors il y aura 2 choses, puisque j'ai adapté la lettre au père de Kafka au théâtre et que vous la verrez prochainement, jouée par Jacques Weber en tant que père de Kafka. C'est une demi-blague, enfin c'est une réalité, mais d'abord lisez la lettre de Kafka avant de venir au théâtre. La lettre au père est un règlement de compte d'une violence absolue à l'égard du père de Kafka par son fils. Vraiment, c'est extrêmement violent. C'est sans doute injuste, en partie, comme tous les fils sont injustes à l'égard de leur père, en partie. Cela raconte ces épisodes, cette succession d'épisodes de soumission terrible lorsque Franz Kafka va porter son premier travail d'écrivain à son père.
Il y a cette scène très connue où le père joue aux cartes. Il n'y a pas que les juifs séfarades qui jouent aux cartes, hein, les juifs tchèques jouaient aussi aux cartes. Et son père lui dit, alors que Kafka va lui offrir ce qu'il estime être la preuve qu'il peut être un écrivain, il lui dit, pose ça sur la table de chevet. Il ne lira jamais, le père ne lira jamais cette nouvelle, tant mieux d'ailleurs, parce que cette nouvelle, dont j'ai oublié le titre, était extrêmement violente à l'égard du père. C'est une des premières nouvelles qu'il a écrites. Oui, c'est le verdict. Et donc, il y a aussi, il ne faut pas faire de Kafka une victime de son père, de Prague, du judaïsme, de l'anti-judaïsme, du sionisme et de l'antisionisme, parce qu'en fait, il a varié tout au long de son existence. Très antisioniste à 18 ans, lorsqu'il rencontre Max Brod et tous les compagnons de Max Brod qui sont extrêmement sionistes, comme beaucoup de juifs de Prague qui ont participé à la fondation d'Israël, hein, à l'époque, mais de façon extrêmement vive, extrêmement forte. Il deviendra sioniste, on peut le dire, à 35 ans, à 36 ans. On n'apprend pas l'hébreu par hasard, on ne lit pas des romans en hébreu par hasard. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il serait allé même en pleine santé? Donc c'est un rêve. Moi, j'imagine mal cette petite chose extrêmement fragile qu'était l'écrivain Kafka au milieu d'une nation extrêmement forte en train de s'édifier. C'est-à-dire qu'il aurait été, à mon sens, aussi perdu parmi les nouveaux mensch de l'État d'Israël en voie de construction qu'il ne l'était dans la synagogue de son père en regardant un peu terroriser son père pour Yom Kippour. On parlait On parlait des manuscrits, mais je voudrais que vous nous disiez où ils étaient à Tel Aviv, dans cette espèce de maison invraisemblable. Parce qu'au-delà des problèmes strictement juridiques, testamentaires, il y avait un problème de sauvegarde patrimoniale physique. Oui, alors c'est compliqué sans raconter toute l'histoire, mais donc quand Max Brod s'enfuit et qu'il emporte les manuscrits, il arrive, donc on est en 1939, on est au tout début de la guerre, il arrive à Tel Aviv, et puis comme justement de nombreux juifs parmi ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir, il fait partie de ces gens qui justement se retrouvent perdus dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans un climat qu'ils ne connaissent pas, avec une langue qu'ils ne comprennent pas, en tout cas pour Max Brod c'est le cas, avec une vie entière à reconstruire. Et pour Max Brod, toujours ce projet qui devient en fait le projet de sa vie, qui est de faire publier les œuvres de Kafka et de le faire connaître. Projet qu'il poursuit en arrivant à Tel Aviv. Et là, il va rencontrer... Max Brod arrive avec son épouse, Elsa Brod, mais qui va mourir d'une maladie assez vite. Donc, il est seul et il va rencontrer une femme qui est une émigrée, comme lui, de Tchécoslovaquie, qui vient d'arriver et qui s'appelle Esther Hoffeux, et qui va en fait devenir son assistante, sa secrétaire, je ne sais pas trop comment le dire, qui va travailler pour lui, et qui va travailler pour lui sur les manuscrits de Kafka, puisque donc elle lit l'allemand comme lui, et qu'elle a connaissance de ce milieu dont elle vient en fait, elle aussi. Ils vont travailler ensemble, il va y avoir une histoire d'amour, évidemment, mais elle est mariée, elle a une fille, etc. Et donc, quand Max Brod meurt en 68, beaucoup plus tard, Kafka est devenu Kafka à ce moment-là, il lègue par testament, donc deuxième testament de l'histoire, le fonds Kafka qui lui appartient, les manuscrits, à Esther Hoffeux. Qui est une sorte de compensation aussi financière pour l'argent qu'il n'a pas forcément pu lui donner au moment du travail qu'elle a effectué. Cette femme vit dans un petit appartement rue Spinoza à Tel Aviv et vieillit, se retrouve seule à la mort de Max Brod, seule avec sa fille, qui n'est pas la fille de Max Brod, si vous suivez, et qui s'appelle Eva et qui est hôtesse de l'air pour la compagnie El Al.
Et c'est un point commun, je pense, entre nos deux livres. D'un côté complètement documentaire et réel, et d'un côté plus fictionnel, plus romanesque chez vous. Mais c'est une parenthèse que je fais. Ce sont des livres qui suivent des personnages que Kafka a générés autour de lui, en fait. Comme s'il avait créé des personnages ou des situations de fiction après sa mort. Et moi, ce que j'ai découvert en allant voir les manuscrits, en faisant ce voyage, en rencontrant les avocats du procès, etc., j'avais vraiment l'impression d'être propulsée dans un roman qui serait en train d'écrire à contretemps, dans des situations... Bon, et cet appartement de la rue Spinoza, donc la mère vieillissante, qui est une femme à chat, qui recueille les chats errants dans son appartement, la fille hôtesse de l'air sur Elal, vieille fille elle aussi, bon, et qui donc toutes les deux gardent, après la mort de Max Brod, les manuscrits de Kafka comme un espèce de trésor auquel elle reste comme ça cramponnée. Elle refuse l'accès aux chercheurs, elle refuse l'accès aux journalistes, elle ne l'autorise en fait qu'aux chats. Donc c'est une question qui a été discutée réellement pendant le procès, de savoir combien y avait-il de chats dans cet appartement, à quel point ça menaçait effectivement les manuscrits, qui pour le coup en termes de conditions, c'était catastrophique. Du coup, il n'y avait pas de souris quand même, alors forcément. Il n'y avait pas de souris, mais je crois que c'était vraiment dans le pipi de chat, quoi. D'après ce qu'on m'a raconté, c'était littéralement... voilà. Et donc, en fait, là où le procès va commencer, c'est quand la mère va mourir et, à son tour, léguer par testament le fonds dont elle a hérité à sa fille, hôtesse de l'air, Eva Hoffeux. C'est là qu'un notaire de quartier de Tel Aviv, qui s'occupe d'entériner le testament, se dit mais on est en train de parler des manuscrits de Franz Kafka. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire en fait ? Où sont-ils ? Pourquoi personne n'est au courant ? Pourquoi ils ne sont pas conservés dans une bibliothèque ? Pourquoi est-ce que il faut de nouveau les sauver à ce moment-là ? Sauf que avant de mourir, elles avaient commencé à en revendre. Et se doutant que c'était peut-être pas totalement légal de les revendre aux enchères à l'étranger, chez Sotheby's, en Allemagne, etc., elle faisait passer ça en douce grâce à la fille hôtesse de l'air. Donc les manuscrits sont repartis dans divers pays d'Europe, ont été vendus. Et un des acheteurs, notamment d'un morceau du manuscrit du procès, a été l'Allemagne, qui revendique à ce moment-là aussi un patrimoine, et après tout, pourquoi pas, en disant Kafka est un écrivain allemand. C'est notre patrimoine. Et donc Israël ne s'attend pas du tout à ce que l'Allemagne entre dans le procès et revendique de garder les manuscrits qu'elle a acquis, puisque c'est ce que m'ont expliqué les avocats. Ils m'ont dit, il y a eu des précédents avec des tableaux, des œuvres d'art, etc. Quand il y a Israël dans l'histoire, l'Allemagne n'entre pas. Jamais. Et là, c'est la première fois. Donc, qu'est-ce qui se joue avec Kafka en termes de mémoire, de patrimoine, de réflexion sur leur propre littérature, etc. Il se joue quelque chose d'assez important pour que l'Allemagne dise on y va, on envoie nos meilleurs avocats et on leur rend pas, quoi. Bon, ils ont perdu. Et donc, l'essentiel des manuscrits est à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Voilà. Et donc finalement, ils sont, finalement l'État d'Israël, pas vraiment l'État d'Israël d'ailleurs, la Bibliothèque nationale d'Israël gagne le procès, si je puis dire, et donc à ce moment-là, il y a une opération commando, comme ils m'ont dit, qui est organisée dans l'appartement de la rue Spinoza pour aller récupérer les manuscrits qui y sont, et c'est là que les témoins m'ont raconté des conditions. Ils ont mis des combinaisons, des masques, tellement c'était sale. C'est vraiment une opération de sauvetage, encore une fois, de ces papiers. Donc, d'une part, pour la partie du fond qui se trouvait encore rue Spinoza, et puis pour l'autre partie qui se trouvait donc en Allemagne, ils ont rentré dans des coffres... Non, ils sont arrivés dans des coffres-forts par avion à Jérusalem. Vous voyez qu'avec Kafka, ça peut bien se finir quand même. Hein. Voilà, alors, mais ce qui est intéressant et ce qui est fondamental, je serai court parce que je crois, c'est que ça pose la question de
de savoir ce qu'est un écrivain et de savoir ce qu'est un écrivain juif. Et ça offre des réponses, et ça pose des questions fondamentales, c'est-à-dire, est-ce que Kafka était un écrivain juif? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain juif? Et chacun peut avoir sa réponse en réalité. Après, il y a l'autre versant de la question qui est, est-ce qu'un écrivain juif appartient plus à l'État qui dit être un État juif qu'à un État qui a exterminé des juifs? Concrètement, c'était ça à l'époque aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'un écrivain juif dont toute la famille ou presque a été exterminée à Auschwitz appartient-il à l'Allemagne des bourreaux ou à Israël qui se présente comme la terre des Juifs? Donc ça pose des questions absolument fondamentales. Est-ce que Kafka se présentait comme un écrivain juif? Lorsqu'on lit le journal, en effet, on a l'impression que cela irradie par toutes ses pores, mais on peut, lorsqu'on lit Le Château, il n'est pas mentionné une seule fois. Donc si on lit Le Château à la lettre, évidemment qu'on peut dire le contraire. Quand on le lit en profondeur, on voit toutes les racines du château, toutes les racines de la métamorphose, toutes les racines de ce qu'est un père juif dans la lettre au père. Un père juif, c'est ça. Le père de Kafka n'était pas si monstrueux que Kafka l'a montré. C'est une figure d'autorité qui doit dire la loi. Parfois, enfin, je ne vais pas apprendre ce qu'est un père juif, chacun a sa propre vision. Il n'empêche que ce procès posait en effet des questions fondamentales. Est-ce que Kafka est un écrivain juif ou est-ce que c'est un écrivain? Et ça, chacun peut y répondre, d'autant que la famille de Kafka, évidemment, a été exterminée et que Kafka, sur la fin de sa vie, avait, ce qui était plus que des velléités, un rêve sioniste qui n'aurait jamais abouti parce qu'il n'était pas dans l'action, parce que c'était un écrivain. Il aurait peut-être, à mon sens, été comme un écrivain est malheureux en société, en réalité. Un écrivain n'a pas sa place en société. Un écrivain qui trouve sa place en société n'est plus un écrivain, n'est plus un romancier. Donc évidemment qu'il n'aurait pas trouvé sa place en Palestine ou en Israël, comme Grossman. David Grossman n'a pas sa place, comme Grossman est un peu à l'écart. Kafka, dans l'Irgun ou la Haganah, ça aurait donné quand même. Oui, c'est cela. Mais donc, ça pose des questions fondamentales, en réalité, sur ce qu'est un écrivain, ce qu'est un écrivain juif. Et donc, c'est une aventure qui est passionnante au-delà de l'œuvre de Kafka, parce que donc Kafka est un écrivain juif qui n'a jamais écrit le mot juif dans son œuvre, ce qui dit son génie d'ailleurs. On peut faire circuler un micro là? Oui. Est-ce que Alors, monsieur Wenders est dans la salle? Non? Là-bas? Tout d'abord, merci. C'était passionnant, ces rebondissements des manuscrits. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. J'ai une question, en fait, qu'on peut se poser. Finalement, pourquoi Kafka, vous avez dû vous la poser, n'a pas détruit lui-même ses manuscrits plutôt que de le faire dans un testament? Parce que c'est vrai que chez Kafka, on a l'impression dans sa vie qu'il y a beaucoup d'auto-sabordage, en fait. Il aime, mais il ne se marie pas. Il apprend l'hébreu, mais il ne va pas en Israël. Et en fait, ça m'amène une deuxième question. Que pensez-vous en fait de la vision de Kundera sur la lecture, enfin, ce qui nous invite la façon dont il nous invite à faire la lecture du procès comme une culpabilisation des parents, en fait. Voilà. Et troisième chose, si je peux me permettre, pourquoi après tout ce ne serait pas à Prague de détenir les œuvres de Kafka, puisque bon, c'est avant tout un écrivain tchèque, à mon sens. Oui, alors sur la première question qui était pourquoi il n'a pas, il a beaucoup détruit. Il a beaucoup détruit, notamment avec Dora Diamant. Il brûlait lui-même ce qu'il écrivait, et à Berlin, il a beaucoup brûlé de ses œuvres.
ce qu'il faut rappeler, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il ne vouait pas à la destruction toute son œuvre. Et dans son testament, il précise, comme tout écrivain peut le faire d'ailleurs, ce qui est à préserver et ce qui doit être brûlé. Oui. Mais il dit, si vraiment vous voulez les garder, bon d'accord, mais de préférence sans les lire. Oui, mais ça, est-ce que c'est... Oui, mais malgré tout, il cite une dizaine de ses œuvres dont il dit celles-là peuvent passer à la postérité. Ce qui est d'ailleurs assez, à la fois très humble et très prétentieux de sa part, mais il était très conscient de son talent d'écrivain. Et il était plein de doutes, comme doit l'être un écrivain. C'est la quintessence de l'écrivain. En réalité, tout romancier a envie de brûler son œuvre aussi. Un romancier qui dirait « mon œuvre est destinée à la postérité » n'aurait pas le droit de citer. Ce serait pas un romancier. Tout romancier a envie d'être publié aussi. Donc il y a toujours alors un peu bien sûr. Voilà, d'être publié. Mais il était très heureux en 1923, justement avec Dora, d'être publié. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire la part des choses. Quand il était très heureux d'être publié. Donc il ne vouait pas. Il estimait que beaucoup de son œuvre ne méritait pas d'être publié. Certaines de ses nouvelles sont un peu faciles. Tout n'est pas du niveau de la Métamorphose ou du Château. Mais donc il y a cette question qu'on peut poser. Oui, non, c'est ça, les romans. Alors, le procès est achevé, mais le château n'était pas achevé. Mais c'est pour ça que c'est aussi la quintessence de l'écrivain. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui estime qu'il n'a jamais fini son travail, qu'il n'a jamais fini son roman, qu'il pourra toujours parfaire son roman, qu'il pourra toujours améliorer, que ce qu'il donne n'est que le brouillon du roman à venir. C'est ça, un écrivain. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le fait de brûler un écrivain, ça n'écrit pas une œuvre, ça raconte éternellement la même histoire sous différentes formes. Mais oui, je pense que ce que souligne peut-être votre question, qui moi aussi m'a beaucoup troublée, questionnée, etc., c'est dans ce qu'on appelle ce testament, enfin cette demande de destruction. Il y a quelque chose de particulier qui est cette adresse à Max Brod. C'est pas un testament généralisé ou écrit de manière... C'est vraiment... Moi, j'ai eu l'enveloppe entre les mains à Jérusalem avec écrit Max en énorme comme ça dessus. Bon, c'est vraiment quelque chose qui se joue aussi dans cette relation. Donc je pense qu'il y a un niveau très concret où, comme Max Brod s'occupait de fait de ses publications, que c'était quelqu'un de très intégré dans le milieu littéraire pragois, donc il était son intermédiaire, etc. Donc il y a un niveau pragmatique, il s'adresse à Max parce que c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui détient un certain nombre de manuscrits, etc. Mais il y a aussi quelque chose dans leur relation, dans leur amitié, dans cette demande impossible. C'est à lui qu'il adresse cette demande, lui qui au contraire est celui qui a toujours cru en lui et qui a toujours tout fait pour le publier. Donc il y a un mystère, il y a quelque chose de très mystérieux quand même dans ce... Peut-être parce qu'il savait qu'il n'allait pas le faire. Voilà, alors on peut dans ce cas-là penser que... il savait qu'il n'allait pas le faire. Max Brod a beaucoup répété toute sa vie qu'ils avaient eu cette conversation du vivant de Kafka, que Kafka l'avait prévenu qu'il allait lui laisser cette demande et que Max Brod aussi l'avait prévenu qu'il ne la respecterait pas. Max Brod a beaucoup dit ça. Il a été... moi, je suis très pour réhabiliter Max Brod, qui a été quand même longtemps dans les études sur Kafka, un peu, et notamment par Kundera d'ailleurs, qui a été très très dur, qui a des mots très durs avec Max Brod, en faisant un traître, vraiment, sur le plan comme ça de la trahison amicale et morale, etc. Bon, je pense que peut-être il a compris que cette demande avait plusieurs significations. Il y a quelque chose de totalement absurde et grotesque, enfin, de la part de Kundera ou de la part d'immenses écrivains par ailleurs, ou de la part de tous ceux qui auraient aimé
que les œuvres de Kafka soient brûlées, c'est qu'il parlerait d'autre chose. Donc il y a quelque chose de totalement vain, et on doit remercier en effet Max Brod d'avoir trahi les dernières volontés de Kafka. Et on doit lui en être éternellement reconnaissant. Donc être critique, comme en effet Kundera ou d'autres d'ailleurs, il y a quelque chose de grotesque à en vouloir à celui qui a préservé une des plus grandes œuvres qui ait produit l'humanité au XXe siècle. C'est quelque chose de totalement... L'amitié passe au-dessus de tout. Donc c'est une trahison surtout de la part de la littérature, il lui en est reconnaissant. Juste une chose, de la part de Kundera, quand on connaît l'histoire de Kundera, de reprocher à quelqu'un d'avoir trahi, c'est un peu dérisoire. Et par rapport donc à Prague, est-ce que les manuscrits... Ah oui, la question sur Prague, oui. Alors ça, ouais, on me l'a beaucoup posé, la question de savoir pourquoi. Alors, en effet, ils ne sont pas du tout dans le tableau, et je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai deux pistes, deux hypothèses comme ça de réponse, mais je ne connais pas assez bien le contexte pragois pour vous répondre là-dessus. Je pense que, d'une part, comme Kafka n'a pas eu d'enfant, et que la famille a été décimée, comme on l'a dit. Il n'y a pas, si vous voulez, une famille qui continue sur le territoire tchèque. Il n'y a pas ça, déjà. Donc, il y a un héritier qui est, par l'intermédiaire d'une des sœurs, d'un des enfants d'une des sœurs, etc., mais qui a toujours été très en retrait, qui n'a jamais revendiqué le lien familial. Il aurait pu, je pense, mais... C'est quelqu'un qui a toujours décidé de rester en dehors. Donc ça, c'est pour le contexte vraiment familial. Et je pense que la seconde raison, c'est une raison historique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, avant les années 90, Kafka n'a pas été lu en République tchèque. Donc pourquoi revendiquer un auteur qu'on interdit ou qu'on censure voilà. Bon, entre les années 90 et les procès là qui ont eu lieu dans les années 2000, on aurait pu, mais je pense que les choses ne vont pas si vite, en fait. Oui, tout à fait. Le dernier verdict et l'arrivée de tous les manuscrits à Jérusalem, c'est 2018. Ouais, c'est très récent. Juste en détail, comment sont arrivés, concrètement, les manuscrits qui étaient en Allemagne? Ça, j'ai pas... Comment Comment ils sont arrivés? Comment ils ont été récupérés? Par qui? Ah bah non, mais après, une fois que ça, je n'ai pas compris. En fait, une fois que la décision du tribunal de Jérusalem a été rendue, demandant à ce que les manuscrits soient rendus, enfin soit acheminés à Jérusalem, là, l'Allemagne n'a plus discuté quand même. Ils ont agi et ils ont rendu le manuscrit original. Je crois qu'il reste un fac-similé quand même aux archives de Marbach du procès qu'ils ont gardé dans leur exposition. C'est l'équivalent de la BNF pour nous. Donc, voilà. Mais l'original a été envoyé plutôt que renvoyé. Je voudrais juste lire un tout petit truc. Vous savez que peut-être que ce soir, on aura un gouvernement, qu'il va y avoir beaucoup de négociations. Et dans le 9e cahier, Kafka écrit ceci. Le directeur de la société d'assurance Le Progrès était toujours extrêmement mécontent de ses employés. Tous les directeurs sont mécontents de leurs employés. La différence entre employés et directeurs est trop grande pour qu'elle puisse être compensée par de simples ordres donnés par le directeur et la simple obéissance des employés. Seule la haine de part et d'autre crée un équilibre et arrondit toute l'entreprise. Voilà. Donc je vais envoyer ce passage à Sophie Binet et Marie-Lise Léon, donc respectivement de la CGT et de la CFDT. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Ça a été un plaisir d'être avec vous.